Je m'appelle Aveline, j'ai 27 ans. Quand je suis rentrée dans ma première maison ce jeudi soir-là, mes parents étaient assis dans mon salon. Ma mère a souri, comme si de rien n'était, et m'a dit, c'est notre maison de famille maintenant. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement posé mon sac et j'ai répondu quelque chose qui a effacé ce sourire de son visage pour le reste de la soirée. Cette histoire, c'est l'histoire de comment j'ai dû perdre ma famille pour enfin trouver mon foyer. Avant de vous raconter tous les détails de cette semaine qui a changé ma vie, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est fascinant de voir jusqu'où nos histoires peuvent voyager. Maintenant, revenons à ma maison. Ou plutôt, mon sanctuaire. Il y a 6 mois, quand j'ai tourné la clé dans la serrure pour la première fois, je n'ai pas fait de vidéo pour les réseaux sociaux. Je n'ai pas posté de carrousel de photos avec la légende « On l'a fait ». Je suis juste restée debout au milieu du salon vide, le silence vibrant autour de moi, et j'ai laissé mes poumons réapprendre ce qu'était la véritable quiétude. Ce n'était pas le silence pesant de mon enfance, celui qui emplissait la maison après que ma mère ait dit « Pourquoi ne peux-tu pas être un peu plus comme ta sœur, Romane ?» Ni le silence gêné qui suivait le murmure de mon père « On fait de notre mieux », ce qui se traduisait généralement par « Nous allons acheter une autre voiture à Romane et prétendre que tes besoins n'existent pas ». Non, ce silence-là était différent. Il était chaud. Il vibrait d'une énergie paisible. C'était un silence que j'avais gagné. La maison elle-même, une vieille longère bretonne près de Vannes, n'avait rien d'un palace. Le toit avait besoin d'attention, la peinture des volets s'écaillait et le jardin ressemblait plus à une prairie sauvage qu'à un chef-d'œuvre de le nôtre. Mais elle était à moi. Chaque latte de parquet que je ponçais, chaque mur que je peignais, chaque fuite que je réparais était une affirmation de mon existence, de mon indépendance. J'avais passé des années à travailler comme restauratrice de meubles, à redonner vie à des commodes Louis XV et des fauteuils Voltaire oubliés, tout en économisant chaque euro. Cet endroit n'était pas seulement fait de pierre et de poutres, il était construit avec mes sacrifices, mes longues journées et mes espoirs silencieux. L'odeur du chêne ancien, le craquement familier du parquet sous mes pas, la façon dont la lumière dorée de la fin d'après-midi filtrait à travers les vieilles fenêtres, tout cela était devenu la bande-son de ma nouvelle vie. J'avais même un compagnon, Caramel, un vieux charrot de 15 ans que j'avais sauvé d'un refuge des années auparavant. Il était mon confident silencieux, le témoin de ma lente reconstruction. Ce jeudi soir, je rentrais d'une longue journée à l'atelier. J'avais les mains endolories et le dos en compote, mais le cœur léger. J'avais décroché un contrat important, la restauration de tout le mobilier d'une nouvelle chambre d'hôte de luxe à Carnac. C'était la chance de ma vie. Je m'imaginais déjà un dîner simple, un bol de soupe chaude en compagnie de Caramel ronronnant sur mes genoux. Mais en poussant la porte, j'ai su que quelque chose n'allait pas. L'air n'était pas le même. Il y avait une odeur de parfum que je ne connaissais que trop bien, celui de ma mère, Jocelyne. Et puis, il y a eu le son. Le son du téléviseur, beaucoup trop fort, diffusant une émission de télé-réalité que je détestais. Mon cœur a commencé à battre la chamade. J'ai avancé à pas lents dans le couloir. Et là, je les ai vus. Mon père, Sylvain, et ma mère, Jocelyne, affalés sur mon canapé. Mon canapé. Celui que j'avais passé 3 semaines à restaurer, à retapisser avec un velours bleu nuit que j'avais mis des mois à trouver. Les chaussures de mon père étaient posées sur ma table basse en merisier. Ma mère sirotait une tisane dans ma tasse préférée, celle que je m'étais offerte pour mon anniversaire. Ils m'ont regardé comme si ma présence était une simple interruption dans leur soirée. Comme si c'était moi, l'intruse. Une boule de glace s'est formée dans mon estomac. J'ai posé mon sac, mes clés glissant de mes doigts tremblants pour tomber sur le sol dans un bruit métallique qui a semblé résonner dans toute la maison. Ma mère a souri, ce sourire que je connaissais par cœur, celui qui précédait toujours une demande déraisonnable, une manipulation affective. « Ah, te voilà Aveline », a-t-elle dit d'un ton enjoué. On commençait à se demander quand tu rentrerais. On a pensé que ce serait une bonne idée de s'installer. Après tout, maintenant, c'est notre maison de famille. Un froid glacial a parcouru ma colonne vertébrale. Maison de famille ? Ces mots n'avaient aucun sens.
Mais en voyant leurs valises posées près de la cheminée et le regard satisfait de mon père, j'ai compris que ce n'était pas une mauvaise blague. C'était une déclaration de guerre. Et je savais, au plus profond de moi, que ce n'était que le début de quelque chose de terrible. Face à leur annonce, une partie de moi voulait hurler, pleurer, jeter leurs affaires dehors. Mais une autre voix, plus ancienne, plus sage, m'a murmuré de me taire. C'était la voix que j'avais développée pendant des années de dîners de famille silencieux, la voix de la survie. J'ai ravalé ma rage, j'ai ramassé mes clés et j'ai simplement dit, je vois. Je suis fatigué. On en reparlera demain. Ma réaction les a déconcertés. Ils s'attendaient à des cris, à une crise de nerfs. Mon calme les a privés de leur drame. Je suis montée dans la chambre d'amis, la seule pièce qui semblait encore m'appartenir, et je me suis enfermée à clé. Je n'ai pas dormi de la nuit. Assise sur le lit, j'ai écouté les bruits de ma propre maison devenir étrangers, le son de leurs pas dans le couloir, le murmure de leur voix dans ma chambre principale qu'ils s'étaient appropriée. Le lendemain matin, l'odeur du café, qui n'était pas le mien, flottait dans l'air. En descendant, j'ai vu que ma cuisine avait été réorganisée. Mon père lisait le journal à ma table, comme s'il avait fait ça toute sa vie. Ma mère, quant à elle, m'a annoncé avec un grand sourire que Romane, ma sœur, arriverait dans le week-end. Elle a besoin de calme pour préparer son examen d'agent immobilier, la pauvre. Ta chambre d'amis sera parfaite pour elle. Mon sang n'a fait qu'un tour. Ma chambre d'amis, qui était aussi mon bureau, mon seul espace de travail à la maison. Il ne se contentait pas de s'installer, il me poussait dehors, pièce par pièce. J'ai hoché la tête, un masque d'impassibilité sur le visage, et je suis sortie sous prétexte d'aller chercher le courrier. Et c'est là, dans ma boîte aux lettres, que j'ai trouvé la preuve de leurs intentions. Au milieu de mes factures et de mes publicités, il y avait une lettre de leur banque, adressée à mon père, Sylvain Martin, à mon adresse. C'était une confirmation de changement d'adresse postale. En tenant ce papier, un souvenir précis, un souvenir que j'avais tenté d'enfouir pendant des années, est remonté à la surface avec une violence inouïe. J'avais 19 ans. Je travaillais depuis 1 an dans un supermarché, en parallèle de mes études, pour économiser chaque centime. Mon rêve était de m'offrir une formation de restauration de meubles dans une école réputée à Paris. J'avais réussi à mettre de côté 2000 €. C'était une somme colossale pour moi, le fruit de matinées à mettre en rayon et de soirées à la caisse. J'avais caché l'argent dans une boîte en fer, au fond de mon armoire. J'étais si fière. Un jour, je suis rentrée à la maison, prête à verser mon dernier salaire dans ma cagnotte. La boîte était vide. J'ai cherché partout, le cœur battant à tout rompre, la panique montant en moi. Puis j'ai vu mes parents dans la cuisine. Ma mère pleurait. Mon père avait l'air abattu. Romane, ma sœur, venait de rentrer d'un voyage en Thaïlande avec ses amis, un voyage pour lequel elle avait utilisé sa carte de crédit sans compter. Elle était endettée jusqu'au cou. Quand je leur ai demandé où était mon argent, mon père n'a même pas pu me regarder dans les yeux. C'est ma mère qui a répondu, la voix tremblante de larmes de crocodile, on a dû le prendre, Aveline. Ta sœur avait des problèmes. Tu comprends, la famille, c'est fait pour s'entraider. S'entraider. Ils avaient volé mes rêves, le fruit de mon travail acharné, pour réparer l'irresponsabilité de leur fille préférée. Quand j'ai protesté, hurlant que ce n'était pas juste, mon père m'a simplement dit, ne sois pas égoïste. C'est juste de l'argent. Tu es jeune, tu en gagneras d'autres. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé en moi. La confiance. L'innocence. L'idée même que le mot « famille » était synonyme d'amour et de protection. J'ai compris que pour eux, j'étais une ressource, un plan B, la personne invisible qui devait se sacrifier pour la star de la famille, Romane. C'est à ce moment précis que j'ai juré de ne plus jamais être financièrement vulnérable, de ne plus jamais laisser personne avoir le moindre contrôle sur ma vie. Debout devant ma boîte aux lettres, la lettre de la banque à la main, ce souvenir était plus vif que jamais. Le schéma se répétait. Ils ne me voyaient pas, moi, Aveline, leur fille. Ils voyaient une maison, une adresse, une opportunité. Une solution à leurs propres problèmes, quels qu'ils soient. Le visage blême, j'ai pris mon téléphone. J'ai annulé mes rendez-vous de la journée.
Il n'y avait qu'une seule chose à faire, une seule personne à appeler. J'ai composé le numéro de mon avocat. La bataille ne faisait que commencer, mais cette fois, je n'avais plus 19 ans. Cette fois, j'étais prête. Et ce souvenir douloureux n'était plus une faiblesse, c'était devenu mon armure. Le trajet jusqu'à Vannes m'a paru durer une éternité. Chaque kilomètre qui me séparait de ma maison était un pas de plus vers une confrontation que je redoutais mais que je savais inévitable. Le cabinet de Maître Bastien se trouvait dans une rue pavée du centre historique. C'était un homme d'une 50aine d'années, calme et méthodique, le genre de personne dont la simple présence semblait pouvoir apaiser les tempêtes. Je l'avais rencontré 2 ans plus tôt, et il avait été essentiel dans la construction de ma forteresse. Je me suis assise en face de son grand bureau en acajou, j'ai posé la lettre de la banque sur la table et j'ai tout raconté. L'arrivée surprise, la phrase de ma mère, la réorganisation de ma maison, le projet d'installation de ma sœur. Je parlais d'une voix neutre, presque détachée, comme si je racontais l'histoire de quelqu'un d'autre. C'était mon mécanisme de défense. Montrer de l'émotion, c'était montrer une faiblesse, et je ne pouvais plus me le permettre. Maître Bastien m'a écouté sans m'interrompre, ses doigts joints, son regard pénétrant fixé sur moi. Quand j'ai eu fini, il a pris la lettre, l'a examinée et a hoché la tête. Ce que vous me décrivez, Aveline, ce n'est pas une simple visite familiale qui tourne mal. C'est une tentative délibérée de dépossession. Le changement d'adresse est la première étape. Il s'est tourné vers son ordinateur et a tapé quelques informations. Le silence dans le bureau n'était rompu que par le cliquetis du clavier. Au bout de quelques minutes, il s'est renfrogné. C'est encore pire que ce que je pensais. Il a tourné l'écran vers moi. Votre père a non seulement enregistré cette adresse comme sa résidence principale auprès de la Poste, mais il a aussi fait une demande de prêt à la consommation de 5 000 € il y a 3 jours en utilisant cette même adresse. La demande est en cours de traitement. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. 5 000 €. Il ne se contentait pas de vouloir un toit, il voulait utiliser ma crédibilité financière, mon nom, ma réputation durement acquise, pour financer leur vie. La rage que j'avais contenue depuis la veille a commencé à bouillonner. Que pouvons-nous faire, ai-je bégayé. Légalement, ils sont en situation d'occupation sans droit ni titre, a-t-il expliqué. Nous pouvons entamer une procédure d'expulsion. Mais cela peut prendre du temps. Cependant, il a ouvert un dossier sur son bureau. Sur la couverture, on pouvait lire « SCI les murs d'Aveline ». Nous avons un avantage considérable. C'est là que je lui ai parlé de mon « arme secrète ». De la société civile immobilière que nous avions créée ensemble. Je lui ai expliqué que, techniquement, ce n'était pas moi, Aveline Martin, qui était propriétaire de la maison, mais cette entité juridique. Une entité dont j'étais la gérante unique et dont les statuts, rédigés par ses soins, étaient clairs comme de l'eau de roche. Un rare sourire a éclairé le visage de Maître Bastien. Excellent. Cela change tout. Ils ne sont pas seulement en conflit avec leur fille. Ils sont en conflit avec une société. Et une société, Aveline, n'a pas d'état d'âme. Elle a des règles. Il m'a exposé le plan. Première étape, envoyer une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, au nom de la SCI, leur ordonnant de quitter les lieux sous 48 heures. Deuxième étape, s'ils refusaient, nous demanderions une ordonnance d'expulsion en référé, une procédure d'urgence. Le fait qu'ils aient agi frauduleusement en utilisant l'adresse pour un prêt jouerait en notre faveur. Nous avons une chance de gagner, ai-je demandé, la voix encore tremblante. Il m'a regardé droit dans les yeux. Aveline, ce n'est pas une question de chance. C'est une question de droit. Et le droit est de notre côté. Ils ont commis une grave erreur. Ils vous ont sous-estimé. En sortant du cabinet, l'air frais de Vannes m'a semblé plus léger. La peur était toujours là, mais elle était maintenant accompagnée d'une lueur d'espoir, d'une détermination nouvelle. Ils avaient peut-être gagné la première bataille en me prenant par surprise, mais la guerre, la vraie guerre, ne faisait que commencer. Et j'avais un général à mes côtés. À ce stade de l'histoire, je ne peux m'empêcher de me demander ce que vous auriez fait. Face à une telle trahison, auriez-vous choisi la confrontation immédiate, comme moi, la stratégie juridique ? Dites-le moi dans les commentaires, votre avis m'intéresse énormément. Maintenant,
Je reprenais la route vers ma maison, vers le champ de bataille. Je ne savais pas encore quels autres coups bas il me réservait, mais une chose était sûre, je n'étais plus seule. Et j'allais me battre. Pour ma maison. Pour ma paix. Pour cette jeune fille de 19 ans dont ils avaient volé les rêves. Sur la route du retour, les paysages verdoyants de la Bretagne défilaient sans que je les voie vraiment. Mon esprit était ailleurs, 2 ans en arrière, à l'origine de ma forteresse, à l'origine de la SCI, les murs d'Avelines. Et à l'origine de tout cela, il y avait un homme, Maxime. Maxime n'était pas un prince charmant venu me sauver sur son cheval blanc. C'était un entrepreneur d'une 60aine d'années, propriétaire d'une chaîne de brocantes de luxe dans la région. Notre rencontre avait été purement professionnelle. Il m'avait confié la restauration d'une magnifique armoire bretonne du XVIIIe siècle, une pièce maîtresse pour l'un de ses magasins. Pendant des semaines, je m'étais consacrée à cette armoire, travaillant tard dans mon petit atelier de l'époque. Maxime passait de temps en temps, non pas pour surveiller mon travail, mais par curiosité. Il me regardait travailler en silence, fasciné par la précision de mes gestes, par la passion que je mettais à redonner vie au bois. Un jour, alors que je finissais de polir le bois, il m'a dit « Vous n'êtes pas seulement une artisane, Aveline. Vous êtes une artiste. Mais le talent seul ne suffit pas pour survivre dans ce monde. » Cette phrase a ouvert une brèche en moi. Pour la première fois, quelqu'un semblait voir au-delà de mes mains habiles. Il a commencé à me parler de son parcours, de ses succès, mais surtout de ses échecs. Il m'a parlé de l'importance de protéger son travail, de séparer sa vie professionnelle de sa vie personnelle, de comprendre les rouages de l'administration et de la finance. Il était devenu mon mentor. Il ne m'a jamais donné un seul euro. Ce qu'il m'a offert était bien plus précieux, son temps, son expérience et ses connaissances. Quand je lui ai parlé de mon rêve d'acheter une vieille maison à retaper, il a été le premier à m'encourager. Mais il m'a aussi mis en garde. Une maison, c'est un atout, mais c'est aussi une vulnérabilité, m'avait-il dit. Surtout pour quelqu'un comme vous. Il avait perçu, sans que je lui raconte toute l'histoire, la dynamique toxique de ma famille. Il avait vu la tristesse dans mes yeux quand je parlais de Romane, la résignation dans ma voix quand j'évoquais mes parents. C'est lui qui m'a parlé pour la première fois de la SCI, la Société Civile Immobilière. Il m'a expliqué que c'était une structure juridique simple qui permettait de détenir et de gérer un bien immobilier. L'idée était de créer une sorte de personne morale, distincte de moi, qui serait la véritable propriétaire de la maison. J'en serais la gérante, avec un contrôle total, mais sur le papier, la propriété ne serait pas directement à mon nom. Considérez cela comme un mur coupe-feu, avait-il résumé. Entre votre sanctuaire et le reste du monde. Y compris votre famille. S'ils essaient un jour de revendiquer quoi que ce soit, ils ne s'attaqueront pas à leur fille, mais à une entité légale avec des statuts en béton. Il m'a présenté Maître Bastien, son avocat de longue date. Ensemble, nous avons monté le dossier. J'ai choisi le nom moi-même, les murs d'Avelines. C'était parfait. Ces murs n'étaient pas seulement faits de pierre, ils étaient faits de résilience, de prévoyance et d'une promesse que je m'étais faite à moi-même, plus jamais. Plus jamais je ne serais une victime. Mes parents n'étaient au courant de rien. Quand je leur ai annoncé que j'avais acheté une maison, ils ont été surpris, un peu dédaigneux. Une ruine à la campagne ? Quelle drôle d'idée, avait commenté ma mère. Ils n'avaient pas posé plus de questions, trop occupés par la dernière crise de Romane. Leur désintérêt avait été ma meilleure protection. Notre relation avec Maxime s'était transformée au fil du temps en une amitié profonde, puis en une histoire d'amour discrète et apaisante. Il était mon roc, mon plus grand supporter. Mais il avait toujours insisté sur une chose, je ne construirai pas tes murs à ta place, Aveline. Je te donne juste les plans et les outils. C'est à toi de poser chaque brique. Et c'est ce que j'avais fait. Chaque euro économisé, chaque heure passée à étudier les documents juridiques, chaque décision prise était une brique de plus à mon édifice. En arrivant devant le portail de ma maison, la réalité m'a frappé de plein fouet. J'ai vu la voiture de mon père garée dans mon allée. La lumière de ma chambre, leur chambre maintenant, était allumée. La forteresse était assiégée. Mais en coupant le moteur, une nouvelle détermination m'a envahi.
Ils pensaient avoir affaire à la petite Aveline, celle qu'on pouvait ignorer et spolier sans conséquence. Ils allaient découvrir la gérante de la SCI, les murs d'Aveline. Le jeu de cache-cache était terminé. Il était temps de leur montrer à quel point les murs que j'avais construits étaient hauts, et à quel point ils étaient infranchissables. En rentrant dans la maison, j'ai essayé de projeter une image de calme et de contrôle. J'ai salué mes parents d'un signe de tête et je suis allé directement dans la cuisine pour me servir un verre d'eau. Mon père était en train de regarder un match de foot à la télévision, le volume à fond. Ma mère, elle, était au téléphone, racontant à l'une de ses amies, avec une fierté non dissimulée, comment ils étaient venus soutenir leur fille cadette dans sa nouvelle vie. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Mais quelque chose clochait. Un silence anormal. D'habitude, à cette heure-ci, Caramel, mon vieux chat, serait venu se frotter contre mes jambes, réclamant sa pâtée du soir. Je l'ai appelé. Caramel ? Aucune réponse. Mon cœur a commencé à s'accélérer. Je suis sortie dans le jardin, je l'ai appelé encore et encore. Rien. Le jardin était silencieux, vide. La panique a commencé à monter en moi. Caramel était ma seule famille véritable, mon compagnon de route depuis des années. Il était vieux, un peu fragile, et ne s'éloignait jamais beaucoup de la maison. Je suis rentrée, le visage crispé par l'inquiétude. « Vous n'avez pas vu Caramel ?» ai-je demandé, essayant de garder ma voix stable. Mon père a haussé les épaules sans quitter l'écran des yeux. « Le chat ? Aucune idée. » C'est ma mère qui a répondu, en raccrochant son téléphone. Elle avait une expression étrangement détachée. « Ah, oui, le vieux charou. Je lui ai ouvert la porte tout à l'heure, pour qu'il prenne un peu l'air frais. Il en avait bien besoin, cet animal n'est pas très propre. »« Vous avez fait quoi ?» ai-je demandé, la voix étranglée. « Il ne sort jamais seul le soir. Il est vieux, il ne voit plus très bien. »« Oh, ne t'inquiète pas comme ça, » a-t-elle dit en balayant mes craintes d'un geste de la main. « C'est un animal. Il saura se débrouiller. Et puis, entre nous, à son âge, il est peut-être temps pour lui de, tu sais, retourner à la nature. » Retourner à la nature. J'ai cru que j'allais m'effondrer. C'était mon seul point faible, mon talon d'Achille, et il le savait. Il savait à quel point j'aimais cet animal. Ce n'était pas de la négligence. C'était un acte de cruauté calculée. Un message. Nous contrôlons ton espace, nous contrôlons ce que tu aimes. Au même moment, la porte d'entrée s'est ouverte sur ma sœur, Romane. Elle est entrée comme une reine, tirant derrière elle une valise rose fluo. Mais ce n'est pas la valise qui a attiré mon attention. C'est ce qu'elle tenait dans ses bras. Un minuscule chiot, une boule de poils blancs qui devait être un caniche ou un bichon, avec un énorme nœud rose sur la tête. Surprise, a-t-elle lancé d'une voix suraiguë. J'ai pensé qu'il fallait un peu de vie et de glamour dans cette vieille bicoque. Il s'appelle Pompon. N'est-il pas adorable ? Elle a posé le chiot par terre, qui s'est immédiatement mis à japper et à courir partout. Ma mère a poussé des cris de joie, comme si c'était le plus beau cadeau du monde. Mon père a même daigné baisser le son de la télévision. Je suis restée figée, le cœur en miettes. Il n'avait pas seulement fait disparaître mon chat. Il l'avait remplacé. En une fraction de seconde, ils avaient effacé mon compagnon de 15 ans pour le remplacer par un accessoire de mode vivant, un caprice de ma sœur. C'était la goutte d'eau. La cruauté de cet acte a brisé la carapace de calme que j'avais essayé de maintenir. Une rage froide et pure m'a envahi. Je les ai regardés, tous les trois, coquelinant autour de ce chiot, dans ma maison, après avoir jeté mon vieil ami dehors, probablement pour mourir. Je ne leur ai pas adressé la parole. Je suis sortie, j'ai pris une grande lampe de poche dans mon atelier et j'ai passé les 2 heures suivantes à arpenter les environs, à appeler Caramel, la voix brisée par les sanglots que je retenais. Chaque buisson, chaque fossé, chaque grange abandonnée. Rien. Le silence de la nuit bretonne ne me renvoyait que l'écho de mon propre désespoir. En rentrant, épuisés et vides, ils étaient tous passés à autre chose. Romane était en train de prendre des selfies avec Pompon sur mon canapé. Mes parents préparaient le dîner avec mes provisions. Personne ne m'a demandé si je l'avais retrouvé. Pour eux, il n'existait déjà plus.
Cette nuit-là, la tristesse s'est transformée en une détermination glaciale. Ils avaient franchi une ligne. Ils n'avaient pas seulement envahi mes murs, ils avaient attaqué mon cœur. Et pour cela, il n'y aurait pas de pardon. Il n'y aurait plus de négociation. Il n'y aurait que la loi, froide et implacable. Ils pensaient m'avoir brisé, mais ils venaient de réveiller en moi une force que même moi, je ne soupçonnais pas. Le combat venait de devenir personnel. Le samedi matin, je me suis réveillée avec un poids sur la poitrine. L'absence de Caramel était une douleur physique. La maison était remplie des jappements incessants de pompons et des rires de ma sœur. J'ai décidé de m'échapper, de me réfugier dans mon travail. Mon atelier, un ancien garage attenant à la maison, était le seul endroit où il n'avait pas encore osé s'aventurer. C'était mon royaume, mon sanctuaire dans le sanctuaire. Je me suis plongée dans le travail sur le contrat de l'hôtel-boutique de Karnak. C'était plus qu'un simple projet, c'était ma chance de passer à un niveau supérieur, de me faire un nom. Le propriétaire, Monsieur Le Goff, était un homme exigeant mais juste. S'il était satisfait, sa recommandation m'ouvrirait des portes incroyables. Je ponçais le pied d'une bergère Louis XVI quand mon téléphone a vibré. C'était lui. « Allô, Monsieur Le Goff ?» ai-je répondu, un peu surprise de son appel un samedi. Le ton de sa voix était glacial. « Mademoiselle Martin. » J'espérais avoir une explication. « Une explication ? À quel sujet ?» ai-je demandé, confuse. « Ne jouez pas les innocentes avec moi. Je viens de recevoir un email. Un email très instructif. À votre sujet. » Mon cœur s'est arrêté. Quel email ? Je ne comprends pas, un email anonyme, bien sûr, a-t-il dit avec sarcasme. M'informant que l'artisane que j'ai engagée a l'habitude d'utiliser des matériaux de seconde zone, du bois de mauvaise qualité caché sous un vernis brillant. On me dit que vous êtes une experte en camouflage de défauts, une arnaqueuse, pour le dire poliment. Et pour prouver ces dires, l'email contenait des photos. Des photos, ai-je murmuré, la gorge sèche. Oui. Des photos de votre atelier. Un désordre indescriptible. Des pots de produits bas de gamme bien en évidence. Des meubles en attente qui semblent avoir été rongés par les termites. Ça ne ressemble pas vraiment à l'atelier d'une professionnelle de votre calibre, n'est-ce pas ? J'ai fermé les yeux, essayant de comprendre. Mon atelier était toujours méticuleusement rangé. Je n'utilisais que des produits de la plus haute qualité. Et ces photos, comment ? Puis, l'image m'est apparue, claire comme le jour. La veille, pendant que je cherchais désespérément Caramel, Romane avait dû se glisser dans mon atelier. Elle avait dû mettre en scène ce chaos, photographier les quelques produits d'entrée de gamme que je gardais pour des petits travaux de nettoyage, et inventer cette histoire de toutes pièces. Monsieur Le Goff, je vous assure, c'est un mensonge. C'est un sabotage. C'est ce qu'ils disent tous, a-t-il rétorqué, sa voix dure comme de la pierre. Écoutez, je ne peux pas prendre de risques. Le contrat est annulé. Je trouverai quelqu'un de plus fiable. Ne m'appelez plus. Et il a raccroché. Je suis restée là, le téléphone à la main, le son de la tonalité résonnant dans mes oreilles. C'était un cauchemar. En quelques minutes, ma réputation, mon plus gros contrat, l'avenir de ma petite entreprise, tout venait de s'effondrer. Une nausée m'a envahi. Ce n'était plus seulement de la cruauté, c'était de la destruction pure et simple. Romane n'avait jamais supporté que je puisse réussir par moi-même, dans un domaine qu'elle jugeait inférieur. Elle, qui avait toujours tout eu sans effort, ne pouvait pas tolérer que sa petite sœur, invisible, puisse briller. Sa jalousie était un poison, et elle venait de me l'injecter en plein cœur. Mais au lieu de m'effondrer, une colère froide et lucide m'a envahi. J'ai cessé d'être une victime. Je suis devenue une stratège. J'ai pris mon ordinateur. J'ai rédigé un email à Monsieur Le Goff. Je ne l'ai pas supplié. Je lui ai demandé une seule chose, 5 minutes de son temps, en personne. Je lui ai dit que je comprenais ses doutes, mais que la vérité méritait d'être entendue. Je lui ai dit que j'apporterais des preuves irréfutables de mon professionnalisme. Puis, j'ai rassemblé mes forces. J'ai imprimé l'email de confirmation de Maître Bastien concernant la mise en demeure. J'ai rassemblé mes factures de fournisseurs, prouvant la qualité des matériaux que j'utilisais.
J'ai pris des photos de mon atelier, maintenant parfaitement rangé. Je préparais ma contre-attaque. Romane pensait avoir gagné. Elle pensait m'avoir mise à terre. Mais elle avait fait une erreur monumentale. Elle avait attaqué la seule chose qui me définissait, mon travail, mon honneur d'artisane. Elle n'avait pas seulement déclaré la guerre à sa sœur. Elle l'avait déclarée à la professionnelle que j'étais devenue. Et cette professionnelle n'avait pas l'intention de se laisser faire. Elle venait de me donner une raison de me battre non plus seulement pour ma maison, mais pour ma vie entière. Je suis retournée dans la maison, mon dossier de preuves serré contre ma poitrine comme un bouclier. Ils étaient tous dans le salon, en train de rire à une blague de mon père. En me voyant, le silence s'est fait. Ils ont vu l'expression sur mon visage. Romane, ai-je commencé, ma voix dangereusement calme. Nous devons parler. De l'email que tu as envoyé à Monsieur Le Goff. Elle a levé les yeux de son téléphone, feignant la surprise la plus totale. Quel email? De quoi tu parles? Ne joue pas à ce jeu avec moi, ai-je dit en posant les impressions sur la table basse. Le contrat de l'hôtel de Karnak. Mon plus gros projet. Il vient d'être annulé. À cause de tes mensonges. Ma mère est immédiatement montée au créneau. Aveline. Comment oses-tu accuser ta sœur? Tu as toujours été jalouse de sa réussite, mais ceci dépasse les bornes. Jalouse de quoi, ai-je rétorqué, le venin dans ma voix. De ses études qu'elle ne finit jamais? De ses projets qui ne voient jamais le jour? Pendant que tu la couvrais de cadeaux, je construisais quelque chose de réel, avec mes mains. Et elle vient d'essayer de le détruire. Romane s'est levée, le visage rouge de colère. Tu es folle. Tu es paranoïaque. C'est sûrement de ta faute si tu as perdu ce contrat. Tu n'es pas assez doué, c'est tout. Assez doué pour que tu te sentes obligé de me poignarder dans le dos? La dispute a éclaté, violente et laide. Les mots fusaient, des accusations, des insultes, des années de ressentiment refoulé qui explosaient enfin. Mon père hurlait que je manquais de respect. Ma mère pleurait en disant que je détruisais la famille. C'était le chaos. Et puis, au milieu de ce vacarme, la sonnette a retenti. Un son clair, précis, qui a tout arrêté. Nous nous sommes tous tus, surpris. Qui cela pouvait-il être? Je me suis dirigée vers la porte et je l'ai ouverte. Maître Bastien se tenait sur le seuil. Impeccable dans son costume sombre, une mallette en cuir à la main. Il avait l'air d'un ange exterminateur. Il m'a adressé un léger hochement de tête, puis son regard s'est posé sur ma famille, rassemblée dans le salon. Bonjour, a-t-il dit d'une voix polie mais ferme. Je suis Maître Bastien, l'avocat et représentant légal de la SCI, les Murs d'Aveline. Le silence qui a suivi était assourdissant. Mes parents et ma sœur le regardaient, les yeux écarquillés, sans comprendre. SCI, quoi? A balbutié mon père. La société civile immobilière propriétaire de cette maison, a précisé Maître Bastien en entrant dans la pièce. Il a posé sa mallette sur la table, l'a ouverte et en a sorti un document officiel. Au nom de ma cliente, la SCI, les Murs d'Aveline, je suis ici pour vous remettre en main propre cette mise en demeure. Il a tendu le document à mon père. Vous êtes considérés comme des occupants sans droit ni titre. Ce document vous ordonne de quitter les lieux dans un délai de 48 heures. Soit avant lundi, 10 heures du matin. Mon père a pris le papier, ses mains tremblaient. Il a lu les premières lignes, son visage passant de l'incompréhension à la fureur, puis à une sorte de panique désorientée. Ma mère a regardé le document par-dessus son épaule, un hoquet de stupeur lui a échappé. Romane a été la première à retrouver la parole. C'est une blague? Aveline, qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Ce n'est pas une mascarade, Romane, ai-je répondu, ma voix retrouvant toute sa force. C'est la loi. Cette maison ne m'appartient pas directement. Elle appartient à une société. Et cette société, dont je suis la gérante, ne vous a jamais autorisé à vous installer ici. Maître Bastien a ajouté, sont-on toujours aussi neutres? De plus, nous avons été informés que Monsieur Martin a utilisé cette adresse pour une demande de prêt, ce qui constitue une fraude documentaire.
et que mademoiselle Romane Martin s'est livrée à des actes de diffamation et de sabotage professionnel à l'encontre d'un projet lié à cette propriété. Mon cabinet est en train d'évaluer les poursuites judiciaires possibles pour ces 2 délits. Le mot « poursuite judiciaire » a eu l'effet d'une bombe. Le visage de Romane est devenu livide. Ma mère a porté la main à sa bouche, les yeux remplis de terreur. Pour la première fois, il comprenait qu'ils n'avaient pas affaire à la petite Aveline. Ils avaient affaire à un avocat, à des lois, à des conséquences réelles. Le compte à rebours a commencé, ai-je dit, reprenant les mots de mon avocat. Ma voix ne tremblait plus. Vous avez 48 heures. Je vous conseille de les utiliser à bon escient. Maître Bastien a hoché la tête, a refermé sa mallette et s'est dirigé vers la porte. Je reviendrai lundi à 10 heures précises avec un serrurier, a-t-il conclu avant de partir. La porte s'est refermée derrière lui, nous laissant tous les 4 dans un silence de mort. Le champ de bataille avait changé. Ce n'était plus une guerre de mots et d'émotions. C'était devenu une guerre de droit. Et il venait de comprendre qu'il l'avait déjà perdue. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Le reste du samedi et toute la journée du dimanche se sont écoulés dans une atmosphère irréelle, un mélange de tension électrique et de silence hostile. Les valises ont commencé à s'entr'ouvrir, les affaires à être rassemblées dans un désordre passif-agressif. Ils avaient compris que je ne bluffais pas, mais ils n'allaient pas partir sans livrer une dernière bataille, une guerre psychologique. La stratégie a changé. Fini les cris et les accusations directes. Place à la manipulation affective la plus sournoise. Ma mère a été la première à essayer. Elle m'a trouvé dans la cuisine et a commencé à parler d'une voix douce et lasse, les yeux rougis. Je ne comprends pas, Aveline. Nous t'avons élevée, nous t'avons tout donné. Comment peux-tu nous faire ça? Mettre tes propres parents à la porte. Qu'est-ce que les gens vont penser? Tu es en train de détruire notre famille. Notre famille a été détruite il y a bien longtemps, maman, ai-je répondu sans la regarder. Le jour où vous avez décidé qu'un de vos enfants était plus important que l'autre. Sa tentative de me faire culpabiliser a glissé sur moi comme de l'eau sur les plumes d'un canard. J'avais porté cette culpabilité pendant trop d'années, j'étais immunisée. Mon père a tenté une autre approche, celle de l'autorité patriarcale déçue. Il m'a acculé dans le couloir, le visage grave. Ton comportement est inacceptable. C'est un manque de respect total. La famille, c'est sacré. On ne jette pas ses parents comme des malpropres. Tu es devenue froide et sans cœur. Ce n'est pas l'éducation que nous t'avons donnée. Vous m'avez appris à être silencieuse et à ne pas faire de vagues, ai-je dit, le regardant droit dans les yeux. Vous m'avez appris à me débrouiller seule. Alors ne soyez pas surpris que j'ai finalement appris la leçon. Il est resté sans voix, décontenancé par ma résistance. Romane, quant à elle, a opté pour le mépris et le sarcasme. Elle passait à côté de moi en soupirant bruyamment, en marmonnant des choses comme « Mademoiselle la grande directrice de sa SCI » ou « Attention, voilà la reine de l'immobilier ». Elle essayait de me rabaisser, de me faire sentir petite et ridicule. Mais ça ne fonctionnait plus. Chaque pique était une confirmation de plus que j'avais pris la bonne décision. Le dimanche soir, j'étais à bout de force. Pas physiquement, mais mentalement. Soutenir ce siège psychologique était épuisant. Je me suis réfugiée sur le perron, à l'extérieur, pour respirer l'air frais de la nuit. J'étais seule, le cœur lourd, me demandant si la paix que je cherchais valait vraiment tout ce chaos. C'est alors que mon téléphone a vibré. C'était un message de Maxime. Je pense à toi. N'oublie pas pourquoi tu as construit tes murs. Ce n'est pas pour garder les gens à l'extérieur, c'est pour protéger ta paix à l'intérieur. Reste forte. Ces mots étaient comme un baume sur mes nerfs à vif. Il avait raison. Je me battais pour ma paix intérieure, pour le droit fondamental d'exister sans être constamment diminué, utilisé ou saboté. Et puis, un petit miracle s'est produit. Au milieu de cette obscurité, j'ai entendu un bruit faible venant de la grange voisine, celle du vieux monsieur Dubois, mon voisin. Un miaulement. Un miaulement faible, mais familier.
Mon cœur a bondi. J'ai couru vers la grange, j'ai appelé « Caramel ?» Le miaulement a répondu, plus fort cette fois. J'ai poussé la vieille porte en bois. Et il était là. Recroquevillé sur une botte de foin, amaigri, effrayé, mais vivant. J'ai fondu en larmes en le prenant dans mes bras. C'étaient des larmes de soulagement, de joie pure. Il s'est blotti contre moi, ronronnant faiblement. Monsieur Dubois est sorti de sa maison, alerté par la lumière de ma lampe. Ah, je me disais bien que c'était le vôtre. Je l'ai trouvé ce matin, il avait l'air perdu. Je lui ai donné un peu de lait. J'ai remercié mon voisin 1 million de fois. En rentrant à la maison, serrant Caramel contre moi, je me sentais invincible. C'était un signe. Un signe que, malgré tout, l'univers était de mon côté. Ils avaient essayé de m'enlever la dernière chose qui comptait pour moi, et ils avaient échoué. Quand je suis entrée dans la maison avec Caramel dans les bras, les visages de ma mère et de ma sœur se sont décomposés. Elles n'ont pas dit un mot. Mais j'ai vu dans leurs yeux la déception amère que leur acte de cruauté le plus vil n'ait pas fonctionné. Cette nuit-là, en m'endormant avec le poids chaud et rassurant de mon chat à mes côtés, je savais que j'avais déjà gagné. Demain, ce ne serait pas une expulsion. Ce serait une libération. Je n'étais plus en train de réclamer ma maison. J'étais en train de reprendre le contrôle de ma propre vie. Le lundi matin est arrivé, non pas avec le fracas d'un orage, mais avec le calme étrange qui le précède. Je me suis levée avant l'aube, j'ai préparé mon café et je me suis assise à la table de la cuisine, écoutant le silence de la maison qui s'éveillait. Un silence bientôt rompu par les bruits de panique de dernière minute venant de l'étage, des fermetures éclairs qu'on tire rageusement, des valises qui cognent contre les murs. À 9h45, une voiture s'est garée dans l'allée. Maître Bastien en est sorti, suivi d'un homme trapu en bleu de travail, une caisse à outils à la main. Le serrurier. J'ai ouvert la porte avant même qu'il n'ait frappé. « Bonjour Aveline. »« Tout est en ordre ?» a demandé Maître Bastien. « Tout est en ordre » ai-je confirmé, ma voix étonnamment stable. Le serrurier s'est mis au travail immédiatement, commençant par la porte d'entrée. Le bruit de sa perceuse a agi comme un signal. Mon père a dévalé les escaliers, les cheveux en bataille, le visage congestionné par la colère. « Qu'est-ce que c'est que ce vacarme ? Vous ne pouvez pas faire ça. Nous sommes encore là. » « La procédure est légale » a simplement répondu Maître Bastien sans même le regarder. « Nous vous accordons la courtoisie de sortir vos dernières affaires pendant que monsieur termine son travail. » Ma mère est apparue derrière lui, les yeux gonflés de larmes. « Aveline, je t'en supplie. Ne fais pas ça. Pense à ce que nous avons fait pour toi. » « C'est justement parce que je pense à tout ce que vous m'avez fait que je fais ça, » ai-je répondu, chaque mot pesé. Romane est descendue en dernier, traînant sa valise rose. « C'est de la maltraitance. Tu jettes ta propre famille à la rue en plein hiver, » a-t-elle sifflé. « Il fait 15 degrés, Romane, et nous sommes en Bretagne, » ai-je corrigé. « Et je ne vous jette pas à la rue. Je vous sors de ma maison. C'est différent. » C'est à ce moment que Maître Bastien s'est avancé, tenant une enveloppe. « Une dernière chose avant que vous ne partiez. Un courrier est arrivé à mon cabinet pour la SCI. J'ai jugé important que vous en entendiez le contenu. » Une curiosité inquiète a suspendu le temps. Il a ouvert l'enveloppe et en a sorti une seule feuille de papier, jaunie par le temps. L'écriture était tremblante mais élégante. Je l'ai reconnue immédiatement. C'était celle de mon grand-père maternel, décédé l'année précédente. Le seul membre de la famille qui m'ait jamais vraiment vu. Maître Bastien a commencé à lire d'une voix claire et posée. « Ma chère petite Aveline » a-t-il lu. « Je t'écris ces quelques mots car un vieil homme sent quand les nuages s'accumulent. Si un jour, tu lis cette lettre, c'est que la tempête que je redoutais a éclaté. Je connais ma propre fille et mon gendre. Je sais leur faiblesse et leur tendance à se servir plutôt qu'à servir. J'ai vu comment ils te traitaient, comment ils t'effaçaient pour faire briller ta sœur. Je n'ai pas eu la force de m'y opposer de mon vivant, et c'est mon plus grand regret. » Ma mère a poussé un petit cri étouffé. Mon père regardait le sol, le visage blême. Maître Bastien a continué. « Mais je veux que tu saches ceci. La force ne réside pas dans le sang, mais dans le caractère.
Tu as le caractère d'une bâtisseuse. Alors si jamais ils essaient de prendre ce que tu as construit, de s'approprier le fruit de ton travail, souviens-toi de ces mots, tu n'as pas besoin de leur permission pour exister. Tu n'as pas besoin de leur approbation pour être fier de toi. Le vrai pouvoir, ce n'est pas l'héritage qu'on reçoit, c'est celui qu'on se construit. Ta maison, ce sont des fondations. Ne laisse personne les ébranler. Ton grand-père qui t'aime. Quand il a terminé, un silence total s'est abattu sur la pièce. Mes larmes coulaient silencieusement sur mes joues. Ce n'était pas de la tristesse. C'était une validation. Une bénédiction venue d'outre-tombe. Le serrurier s'est relevé de la porte d'entrée. C'est terminé ici. La serrure est changée. Le déclic net et final de la nouvelle serrure a résonné comme un coup de marteau de juge. Ma mère m'a regardé une dernière fois, les yeux vides. Nous ne te pardonnerons jamais. Je sais, ai-je murmuré. Mais aujourd'hui, c'est moi qui dois apprendre à me pardonner de vous avoir laissé faire ça pendant si longtemps. Sans un autre mot, ils ont pris leurs valises et sont sortis. Roman m'a jeté un regard rempli de haine avant de franchir le seuil. Je les ai regardés s'éloigner dans mon allée, monter dans leur voiture et disparaître au coin de la rue. Puis, j'ai fermé la porte. Le son du pêne s'engageant dans la gâche a été le plus beau son que j'ai jamais entendu. C'était le son de ma liberté. Le son du premier jour du reste de ma vie. Une fois la porte fermée, le silence est revenu. Mais ce n'était plus le même. Ce n'était plus un silence pesant ou angoissant. C'était un silence plein, entier, vibrant. C'était le silence de la paix. J'ai fait le tour de chaque pièce de ma maison, pieds nus sur le parquet. J'ai ouvert grand les fenêtres, laissant l'air frais de la Bretagne chasser les derniers vestiges de leur présence. C'était un rituel, une purification. Ma maison pouvait enfin respirer. Et moi aussi. Les jours qui ont suivi ont été étranges et merveilleux. Je me réveillais chaque matin avec un sentiment de légèreté que je n'avais jamais connu. J'ai réaménagé ma chambre, la vraie, la grande, celle qui donnait sur le jardin. J'ai passé un week-end entier à nettoyer et à réorganiser mon atelier. Caramel, complètement remis de sa mésaventure, ne me quittait pas d'une semelle, comme s'il comprenait que nous venions de traverser une épreuve ensemble. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel de Monsieur Le Goff, le propriétaire de l'hôtel-boutique. J'avais pris le risque de lui envoyer un email avec les preuves de ma bonne foi et une invitation à visiter mon atelier. Contre toute attente, il avait accepté. Il était venu, avait inspecté mon travail, écouté mon histoire sans dire un mot. Mademoiselle Martin, m'a-t-il dit au téléphone. J'ai été un imbécile. Votre travail est exceptionnel et votre professionnalisme face à cette situation est remarquable. Je ne vous rends pas seulement le contrat. Je le double. Je veux que vous vous occupiez aussi du mobilier du nouveau spa. J'ai pleuré de joie. Ce n'était pas seulement une victoire professionnelle. C'était la preuve que l'honnêteté et la résilience finissaient par payer. Les mois ont passé. Ma petite entreprise a prospéré. J'ai embauché un apprenti. L'enseigne L'Atelier d'Aveline flottait fièrement au-dessus de la porte de mon atelier. J'ai organisé une petite pendaison de crémaillère, non pas avec de la famille, mais avec mes amis, ma famille choisie. Maxime était là, bien sûr, ainsi que quelques autres artisans de la région, et même Maître Bastien, qui était devenu un ami. Il y avait des rires, de la musique, et une joie simple et authentique. Un jour, en relevant mon courrier, j'ai trouvé une enveloppe sans timbre, simplement glissée dans la fente. L'écriture était celle de ma mère. À l'intérieur, il n'y avait pas de lettres, juste une vieille photo de nous deux, quand j'étais petite. Au dos, quelques mots, nous avons fait des erreurs. Mais tu n'étais pas obligé d'être si cruel. J'ai regardé la photo pendant un long moment. J'ai ressenti une pointe de tristesse, non pas pour eux, mais pour la famille que nous aurions pu être. Puis, j'ai soigneusement rangé la photo dans une boîte en bois que j'avais fabriquée. Sur le couvercle, j'avais gravé un seul mot, passé. J'ai refermé le couvercle. Je n'ai jamais répondu. Je n'avais plus rien à leur dire. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ne ressens plus de colère. Je ne ressens plus de tristesse. Je ressens une sorte de gratitude étrange. Ils m'ont appris,
par la douleur, la leçon la plus importante de ma vie, la valeur de mes propres murs. Aveline regarde la caméra, un sourire calme et assuré sur le visage. J'ai appris que les murs les plus importants ne sont pas ceux d'une maison, mais les limites que nous fixons pour protéger notre paix intérieure, notre santé mentale et notre dignité. Construire ces murs, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est un acte d'amour-propre. Parfois, la porte que l'on ferme avec le plus de détermination est celle qui ouvre sur la plus belle des avenues. Il faut du courage pour choisir sa propre paix plutôt que de maintenir un semblant d'harmonie toxique. Mais c'est le plus beau cadeau que l'on puisse se faire. Et vous? Avez-vous déjà dû vous battre pour défendre votre propre maison, qu'elle soit physique ou métaphorique? Avez-vous dû fixer des limites difficiles avec vos proches? Partagez votre histoire, vos expériences, ou simplement vos émotions dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage pourrait être la lueur d'espoir dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Si cette histoire a résonné en vous, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Prenez soin de vous et de vos murs.